Alors, la question de la légitimité se trouve au cœur de l'aventure gaullienne, et également d'ailleurs de la pensée du général de Gaulle. Alors, cela, dès sa première apparition au sommet, si j'ose dire, c'est lors de l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin ne le laisse pas apparaître aussi nettement. Il a un caractère qu'on peut dire d'abord militaire. Je cite, « Moi, général de Gaulle, qui est le général de Gaulle, actuellement à Londres, c'est la seule précision qui est donnée, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, à se mettre en rapport avec moi. » Mais dès le 19 juin, le général va beaucoup plus loin. Moi, général de Gaulle, soldat et chef français, j'ai conscience de parler au nom de la France. Au nom de la France, je déclare formellement ce qui suit. Tout Français qui porte encore des armes a le devoir absolu de continuer la résistance. Alors, c'est peut-être cela qui a déterminé Jean Monnet, qui se trouvait à Londres le même jour, à demander au gouvernement britannique que le général de Gaulle ne puisse plus parler à la radio. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque 3 jours se sont écoulés entre avec le 19 et le 22 juin, son 3e discours. Entre-temps, le général de Gaulle avait dû faire appel à Churchill. Donc, Churchill avait rétabli l'autorisation du général de Gaulle de parler à la radio de Londres. Alors, à partir de ce point de départ, s'est construit progressivement quelque chose comme un État français en exil. Alors, le 28 juin, donc très peu de temps après, Churchill lui écrit pour dire « Je vous considère comme le chef de tous les Français libres ». Reconnaissance par le gouvernement britannique. Et le 7 août, un accord d'État à État est passé entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Churchill, et le gouvernement, enfin pas le gouvernement, et la France libre. Et c'est en raison de cette nécessité de reconnaissance internationale que De Gaulle trouva tout de suite une très grande utilité au ralliement d'un grand juriste international, René Cassin. Et c'est René Cassin qui l'aida à établir cet accord international, aida la France libre à prendre place selon les formes juridiques habituelles dans l'ordre international. De manière certes encore embryonnaire, mais néanmoins de manière effective. Là, nous sommes encore au mois d'août 1940, le 24 septembre 1941, donc presque un peu plus d'1 an après, la France libre se transforme en Comité national français. Comité national français, on ne dit pas encore gouvernement de la France, avec des commissaires nationaux qui composent ce comité, et un conseil des ministres qui est en dessous. En 1942 apparaît la notion de France combattante, et puis, la suite, les Américains débarquent en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est libérée de l'emprise des Allemands et de Vichy, et le 3 juin 1943, après des négociations, on le sait, délicates, est constitué un comité français de libération nationale, coprésidé par le général de Gaulle et le général Giraud, et qui est installé à Alger, et qui reste à Alger jusqu'au 3 juin 1944. Alors cette coprésidence, c'est pour l'anecdote, ça n'a pas de cesse assez vite, puisque le 9 décembre, le général Giraud se rend compte qu'il est un petit peu de trop, et De Gaulle reprend seul les rênes de la France libre après cet intermède de bicéphalisme qui a duré quelques mois. Et d'ailleurs très très vite, le 26 août 1943, c'est-à-dire
à peine 2 mois après la constitution du Comité français de libération nationale, l'URSS reconnaît ce comité comme représentant de la République française. Donc là aussi, il y a une reconnaissance internationale qui est très précieuse. Et puis, pour se donner encore davantage les apparences de l'État, d'un État républicain, le 17 septembre, le général de Gaulle réunit à Alger une assemblée consultative qui est pas élue, mais composée de parlementaires, beaucoup de parlementaires issus des anciennes assemblées. Et tout cela aboutit au 3 juin 1944, c'est-à-dire à la veille de la libération, pour éviter que les Américains ne mettent en place une administration qui dirigerait. Le général de Gaulle, encore à Londres, réunit le comité, le gouvernement français le gouvernement provisoire de la République française. Et c'est sous ce titre de gouvernement provisoire qu'il va perdurer après la libération et jusqu'à la Constitution, jusqu'à mise en place d'une nouvelle Constitution et l'élection d'un gouvernement qui sera plus provisoire mais qui sera définitif. Alors, on voit cette émergence et on peut la comparer à ce qui se passe en face. Pétain est investi par l'Assemblée de la Troisième République, dans les formes, pour être président du Conseil, et il se proclame chef de l'État, il va beaucoup plus loin, le 27 juin, donc après la démission de celui qui était Albert Lebrun, qui était l'ancien président de la République. Dès le départ, le 28 juin, De Gaulle prend la parole pour dire qu'il s'agit là d'une autorité de fait dont il ne reconnaît pas la validité de iure, comme on dit. Et pourquoi ? Est-ce que parce que cette investiture n'aurait pas été valable, parce que tous les députés n'étaient pas là ? Non. L'investiture juridiquement est valable, mais du point de vue de De Gaulle, dès lors que ce gouvernement est sous la tutelle allemande, dans un pays occupé en grande partie par l'Allemagne, avec un armistice qui donne des pouvoirs considérables à l'Allemagne, il est assujetti. Et dès lors qu'il est assujetti, il n'est plus légitime. Il n'est pas légitime. Alors, la légitimité est au contraire, de son point de vue, d'emblée, du côté de la France libre. Alors, c'est curieux. Bon, c'est pas une légitimité dynastique, c'est assez évident. C'est pas complètement... C'est pas une légitimité élective. Il n'a pas reçu l'investiture d'une assemblée, sinon que il y a un petit lien avec la Troisième République du fait que entre le 5 et le 16 juin 1940, grâce à Paul Reynaud, De Gaulle a été nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. Sous-secrétaire d'État, aujourd'hui on dit secrétaire d'État, c'est pas moins que ce qui est aujourd'hui un secrétaire d'État, c'est-à-dire un ministre de second rang. Donc il est ministre pendant 11 jours, ça lui donne l'occasion de rencontrer Churchill, et paraît-il au moment de cette rencontre, Churchill lui aurait dit, en tirant sur son cigare, vous êtes l'homme du destin, c'est peut-être un petit peu... on n'est pas sûr que ça soit authentique, mais en tout cas, il a eu l'occasion de rencontrer Churchill. Et c'est sûrement pas sur le fait d'avoir été secrétaire d'État, sauf que, on peut dire que tout le gouvernement a démissionné, il y a un nouveau gouvernement qui n'est pas légitime, donc ce qui reste de l'ancien gouvernement et qui ne s'est pas déconsidéré par l'adhésion à l'armistice, c'est-à-dire lui tout seul, secrétaire d'État, eh bien, porte avec lui la légitimité. On peut le considérer comme ça. Mais évidemment, c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'appel du 18 juin. La légitimité repose dès lors sur deux expressions fortes qui sont France libre et France combattante. Il est légitime parce qu'il est libre par rapport à toute allégeance étrangère. Il n'a pas signé de traité qui l'assujettisse à une puissance étrangère.
Donc pour lui, le pouvoir légitime d'un pays, spécialement d'un grand pays comme la France, ne peut être que indépendant. Car s'il n'est pas indépendant, par rapport à des puissances étrangères, mais également par rapport à des féodalités intérieures, il ne sera pas au service de la France. Pour être au service pleinement de la France, totalement de la France, il faut qu'il soit libre et indépendant. Il peut bien sûr passer des traités s'il estime que ces traités sont utiles, mais ces traités ne doivent jamais définitivement lui faire perdre sa liberté. Donc même s'il est installé sur un territoire, le territoire britannique, il n'a pas signé avec Churchill d'accord qui le place dans une situation de sujétion analogue à l'armistice que Pétain a signé avec les autorités allemandes, le 27 juin si je ne m'abuse. Alors, De Gaulle n'était pas un théoricien, en fait. Il avait une théorie dans sa tête, mais il n'a pas explicité ou exposé. Elle allait un petit peu de soi. Quelqu'un l'a fait à sa place au moment de l'occupation. C'est un jésuite qui s'appelait le père Gaston Fessard, qui a publié toute une série de pamphlets contre Pétain et contre Vichy. Tous les membres du clergé n'étaient pas vichistes. Enfin, lui ne l'était pas, comme d'ailleurs les jésuites spécialement ceux de Lyon ne l'étaient pas, et cela a été regroupé dans un livre qui s'appelle la théorie du prince-esclave. Le prince-esclave, c'est Vichy, et il montre que le prince-esclave est une contradiction dans les termes, parce que le prince peut être tout ce qu'on veut, toutes les religions, toutes les couleurs qu'on veut, mais il ne peut pas être l'esclave de quelqu'un d'autre. Sinon, il n'est pas un prince. Puisque le prince, par définition, ça veut dire le premier, au sens latin du terme, et s'il est le premier, il ne peut pas y avoir quelqu'un au-dessus. Voilà. Donc dès lors que c'est un prince esclave, il ne peut pas travailler, il pourra peut-être à la marge, si on lui en laisse le loisir, travailler pour le service de la France, mais l'ultima ratio de l'exercice de son pouvoir sera l'obéissance à la puissance qui se trouve au-dessus. Donc c'est un livre fondamental qui définit la théorie du pouvoir et la théorie de la légitimité, enfin une partie de la théorie de la légitimité sur lesquelles s'est fondé le général de Gaulle jusqu'en 1944. Et d'ailleurs, il y a aussi un fondement dans le droit international, je rappelle, puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le sujet, que la Convention internationale sur le droit de la guerre de 1907 prévoit très explicitement qu'en cas d'occupation par une troupe étrangère, cette occupation a l'autorité sur la police et la gendarmerie, sur toutes les forces de police. C'est important de savoir. Ça veut dire que l'Allemagne a l'autorité sur les forces de police et de gendarmerie du territoire métropolitain français ou du territoire occupé. Pour la zone nord, tout au long de la guerre, et pour la zone sud, à partir du moment où les Allemands envahissent la zone sud en 1943, fin de 1943. Donc c'est important par rapport au débat sur la responsabilité de l'État français. Cet État français, de par le droit international, est assujetti. Sauf la période où il y a une zone libre, qui n'a pas duré très longtemps, et où il y a un gouvernement que De Gaulle qualifie de fait. Enfin, selon d'autres critères, il n'y a pas que le critère de l'occupation militaire, il y a aussi les engagements pris par le régime de Vichy, qui font que, du point de vue gaullien, il n'est pas légitime, même avant l'occupation de la zone sud. Et puis c'est une France libre, c'est une France combattante. En cas de guerre, ce pouvoir légitime ne peut être que combattant. Et France combattante, ça veut dire que le chef assoit sa légitimité sur le fait qu'il est un chef de guerre et qu'il prend la tête des Français qui vont se battre, qui vont combattre. Il prend leur tête, mais il est plus que le chef, il est lui-même le défenseur. Je veux dire, il est défenseur du fait qu'il mobilise les troupes. On revient un petit peu au fond du Moyen-Âge, où vous aviez des ennemis qui attaquaient, où les paysans abandonnaient leur culture ou leur village pour se rendre dans l'enceinte du château. Et puis c'était le seigneur du château qui les armait pour qu'ils défendent le territoire de la seigneurie ou du village contre l'agression. Donc c'est à la fois donc la légitimité du seigneur, aussi longtemps qu'il était capable de faire ça, de défendre les paysans de sa seigneurie contre les agressions, il avait
la légitimité. Ça ne suffisait pas, mais enfin, on pouvait le considérer comme ça. Alors, les latins ont employé cette expression de defensor civitatis, le défenseur de la cité. Défenseur, c'est pas une puissance extérieure qui va en défendre la cité, sinon la cité n'est pas indépendante. C'est celui qui, dans la cité, se lève pour dire nous allons défendre la cité, mais c'est moi qui vous conduis et qui organise cette défense. Defensor civitatis qu'on retrouve dans le vocabulaire de l'Église. Et puis, je dis vocabulaire de l'Église, on trouve aussi dans la Bible la définition, non pas du chef, proprement dit, mais aussi d'une certaine manière, le mot chef figure, mais il est souvent exprimé sous la forme de pasteur. Mais pasteur, c'est le chef des brebis. Ça n'a rien d'un récit de bergerie. Quel est le rôle du pasteur ? C'est pas ce qu'on raconte forcément aujourd'hui, c'est l'homme qui va défendre les brebis contre les loups. Défendre les brebis contre les loups, ça veut dire qu'il ait les armes à la main. C'est pas seulement un berger avec sa houlette et sa gentillesse. Et le premier qui s'affirme, qui est désigné de manière aussi claire que cela, c'est le roi David. Et le roi David, vous lisez dans la Bible ce que fait le roi David, il fait pratiquement tout le temps la guerre. Et d'ailleurs pas toujours de manière défensive, quelquefois de manière offensive. Et il s'affirme comme légitime le jour où, alors que le roi en titre Saül est impuissant, c'est lui qui tue le chef Goliath qui dirige les ennemis. Ensuite, tous ceux qui se battent ne sont pas des chefs, mais le chef de ceux qui se battent a forcément une légitimité. Et cette légitimité, elle est certes militaire quand il y a un pouvoir politique au-dessus, mais quand il n'y a pas de pouvoir politique, elle est forcément une légitimité politique. Et de fait, d'autre part, la résistance, c'est pas seulement une action militaire, c'est pas une action de terror, c'est pas une action sur le terrain, de guérilla, c'est aussi une action diplomatique. Et une action diplomatique constante, et ça, c'est le chef politique qui l'assume, et le général de Gaulle assume, à partir de 1940, cette fonction de chef politique, de facto, et elle devient de droit dès lors que personne d'autre ne le fait à sa place, qui soit dans la même position que lui. D'ailleurs, le général de Gaulle, avant de se proclamer comme, entre le 20 juin et le 28 juin, il a pris son téléphone, il a téléphoné à des responsables français qui pouvaient avoir plus de légitimité que lui. Plus de légitimité, peut-être pas, puisqu'il était membre du gouvernement, mais plus de moyens, notamment le gouverneur de l'Algérie, le gouverneur du Maroc, Noguès, le gouverneur de l'AOF, mais certains ont hésité. Mais finalement, comme il a constaté que tous ces gens qui avaient une assise territoriale importante se récusaient, il a considéré que c'était lui. Il n'y avait personne d'autre qui était plus légitime que lui pour prendre la tête de la résistance et donc de la France. Vous me direz que pour faire un État souverain, il suffit pas de se battre, il suffit sûrement pas d'être indépendant, il faut un territoire. Ou pour être véritablement indépendant, il faut un territoire. Alors le territoire, au départ, le territoire, c'est la bataille. C'est la bataille. Mais le territoire apparaît très vite avec le ralliement le 26 août du Tchad. Puis d'autres territoires se sont ralliés assez vite, dès 1940. La Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, le général n'a pu avoir une assise beaucoup plus importante qu'avec le débarquement des Américains en Afrique du Nord, quand il a eu l'Algérie, et dans une certaine mesure le Maroc et la Tunisie, qui étaient des protectorats, avec un degré de souveraineté légèrement affaibli. Et puis cette nécessité d'avoir un territoire, qui n'est pas absolu, puisqu'il a pu commencer sans avoir de territoire, mais qui est tout de même l'incarnation de la souveraineté. Il s'est dépêché de l'affirmer dès le 14 juin 1944. On sait que les Américains n'ont pas tenu au courant de la date du débarquement, même s'il a pu
la reconstituer le 6 juin, où il y avait très peu de Français, et puis les Français sont arrivés dans les jours suivants, et la première ville d'une certaine importance, quoique pas très importante, puisque ma fille avait quand même un sous-préfet, c'est Bayeux, et il s'est dépêché d'arriver à Bayeux pour affirmer sa souveraineté sur le territoire français. Et il a immédiatement nommé un préfet pour la Normandie, et puis un sous-préfet, enfin un gouverneur, un commissaire de gouvernement, et un sous-préfet à Bayeux. Et d'ailleurs, Eisenhower l'a laissé faire, parce que sinon, Roosevelt voulait mettre en place une organisation américaine, une administration américaine, ce qui était tout à fait contraire aux idées du général de Gaulle. Alors, Churchill a la même logique que Churchill a parfaitement compris, et la reconnaissance internationale que lui a assuré l'accord qu'il a passé avec la France libre est quelque chose de très important, puisque la légitimité, elle est reconnue par les puissances internationales, mais le fond de la légitimité, il n'est pas là. Le fond de la légitimité, sur le plan politique, sur le plan du réalisme politique, il était archi important que Churchill reconnaisse le général de Gaulle comme chef de la France libre, mais sa légitimité ne vient pas de la reconnaissance par Churchill. Le gouvernement provisoire s'installe à Paris, il n'est pas reconstitué. Il est assez significatif que le général n'a pas éprouvé le besoin de se faire élire une fois qu'il est arrivé là. Le gouvernement s'est installé dans les différents ministères. Et puis, il a porté le titre de président du Conseil jusqu'au 20 janvier 1946, jusqu'à son départ, jusqu'à sa démission. Et voilà, alors à partir de ce moment-là, nous allons entrer dans une logique sensiblement différente avec ce qui s'est passé après 1958. Donc nous passons la période de 1946-1958 et nous regardons comment il est revenu au pouvoir sur le plan de la légitimité. Son retour au pouvoir s'est fait dans le respect très strict des règles constitutionnelles. La 4e République, qui avait été validée par l'approbation par référendum après son départ d'une constitution qu'il n'avait d'ailleurs pas du tout approuvée, mais qui était la constitution légale de 1946 à 1958. Elle prévoyait qu'il y avait un chef de l'État, mais doté de très très peu de pouvoir, c'était le président de la République. Et le deuxième étant, il n'y en a que deux, il y a eu Vincent Auriol, il y a eu René Coty. Et puis il y avait un président du Conseil des ministres. René Coty, c'est le président de la République qui propose à une personnalité politique d'être président du Conseil des ministres, et ensuite il ne l'est véritablement que quand il y a eu une investiture parlementaire. Donc René Coty fait appel fin mai 1958 au général de Gaulle, et qu'il qualifie le plus illustre des Français. J'ai décidé, dans une situation évidemment tout à fait très très grave de déliquescence de l'État, j'ai décidé de faire appel au plus illustre des Français. Il est investi presque immédiatement le 1er juin, à une très large majorité, et pas seulement par la droite, il y a une partie de la gauche, il y a des gens comme Guy Mollet, comme beaucoup de socialistes et de radicaux qui ont voté pour lui. Et l'investiture porte les pleins pouvoirs pour proposer au peuple français, pas à l'Assemblée, une nouvelle constitution, ou une réforme très profonde de la Constitution. Cette nouvelle Constitution, les choses sont allées assez vite, est soumise à référendum le 28 septembre 1958, donc même pas 2 mois après l'investiture, et elle prévoit l'élection d'un président de la République doté de très larges pouvoirs, par un collège électoral qui est l'addition des... C'est pas le suffrage universel, mais c'est pas non plus les deux assemblées comme avant. C'est un collège qui est en gros l'addition des collèges sénatoriaux des différents départements qui comprend
pratiquement tous les maires. Enfin, qui comprend tous les maires de France, mais pas seulement eux. Alors, il est élu, le général de Gaulle est élu le 21 décembre 1958. Alors la légalité plutôt de ce retour au pouvoir et donc la légitimité a été très contestée par ceux qui n'avaient pas voté son investiture, et en particulier les deux principaux opposants étant Pierre Mendès France et François Mitterrand. François Mitterrand a écrit un livre dans les années qui ont suivi, Le coup d'État permanent, pour dire que le général de Gaulle ne savait faire que des coups d'État, était revenu au pouvoir par un putsch. Bon, l'élément qui pourrait fonder ce jugement, c'est que l'Assemblée, René Coty, l'Assemblée ont voté à la suite d'une sorte de coup d'État où l'armée avait pris le pouvoir, pas pour toute la France, mais à Alger, le 13 mai 1958, et que si le général de Gaulle n'était pas revenu, il y avait le risque que l'armée aille plus loin. Donc vous pouvez dire que les députés n'étaient pas tout à fait libres, qu'ils étaient sous la menace d'un pouvoir militaire. Mais enfin, cette menace en pouvoir militaire n'était qu'un élément d'une déliquescence totale de tous les organes de l'État. Il n'y avait pas que l'armée qui obéissait pas, il y avait la police, et il y avait une très grande incertitude dans l'opinion. D'autre part, on peut critiquer aussi ceux qui voulaient absolument une constituante. Il y a eu une constituante pour la 4e République, il n'y avait pas eu de constituante pour la 5e République, mais il n'y avait pas eu de constituante non plus pour la 3e, il n'y a pas eu de constituante pour la première. La constituante n'est pas une formalité essentielle, même si certains jugent qu'elle fait partie de la tradition dite républicaine. Sur le plan juridique, on peut penser, c'est ce qu'ont pensé la majorité des juristes, que ce retour, sur le plan de la légalité, était tout à fait incontestable. Et puis le général de Gaulle a été réélu président, mais cette fois au suffrage universel, en 1965, sans que personne ne conteste le résultat. Alors, le fait nouveau, tout de même, de cette constitution, c'est que le président, ça ne peut pas être n'importe qui, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs considérables, beaucoup plus considérables que le président de la République des 3e et 4e Républiques. Et on retrouve là un modèle de gouvernement qui est assez typiquement français. Certains diront que c'est là l'héritage du chef gaulois, où il n'y a pas de diarchie, un chef qui a beaucoup de pouvoir, pas tous les pouvoirs, mais qui a beaucoup de pouvoir. C'est le modèle que vous trouvez dans les communes. Les maires ne sont pas élus au suffrage universel, mais ils ont des pouvoirs très étendus par rapport à leur conseil municipal. Donc ce modèle, un seul chef, pas absolu, mais très puissant, est dans la tradition française. On pourrait dire que c'est plutôt la diarchie avec un président de la République qui a un peu de pouvoir, un président du Conseil qui est deuxième sur le plan de protocole, mais qui a l'essentiel des pouvoirs qu'on a connu avec la 3e et la 4e République, n'était pas, lui, tout à fait de la tradition française. Mais du coup, le président de la République de la 5e n'a pas seulement besoin de légalité, puisqu'il a besoin aussi de légitimité. Une légitimité beaucoup plus grande. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la logique de cette constitution, en 1962, le général a pensé donner cette légitimité par une élection du président au suffrage universel, et qu'il a fait approuver un référendum. Il y a eu 65% de oui, il y a eu 35% de non. Enfin, ça montrait ce souci d'aller au-delà des considérations de pure légalité. Est-ce que ça s'arrête là, ça concept? Est-ce que du fait qu'il est rentré dans une sorte de légalité, le général de Gaulle considérait que sa légitimité venait de là? Non, pas vraiment. Il a même dit des choses assez étonnantes. Au moment de la semaine des barricades, où une partie de la population européenne d'Algérie s'est révoltée, pour mater cette révolte, il a rappelé qu'il représentait le pouvoir légitime, mais pas seulement en raison d'un mandat populaire qui lui avait été donné par l'élection, également, je cite sa formule, par la légitimité nationale que j'incarne depuis 20 ans. L'expression qui va au-delà des conceptions purement
juridique de la légitimité. Comme si la 4ème République avait été illégitime. Comme si lui, même s'il n'était pas au pouvoir, étant donné que pendant toute cette période il était en recours, étant donné qu'il avait été le libérateur du territoire, le libérateur de la patrie, est-ce que on pouvait pas, il pouvait considérer qu'il y avait un rapport particulier entre sa personne et la France qui lui assurait une légitimité plus grande que le citoyen ordinaire ou même que l'élu ordinaire. Malgré son départ de 1946. Je pense que c'était un petit peu dans sa conception, ce qu'il je peux dire qu'il méprisait, qu'il allait aller jusqu'à considérer que la 4ème République était illégitime, mais je rappelle quelques incidents. Quand il a relancé l'action politique en 1947 en créant le Rassemblement du peuple français, Paul Ramadier, qui était président du Conseil, un radical du Sud-Ouest tout à fait classique, même un socialiste, je crois, mais enfin d'esprit radical, l'a reçu dans son bureau de président du Conseil, qui est l'hôtel Matignon, et il lui a dit, écoutez, ou non, c'est le contraire, c'est Paul Ramadier qui était allé le voir à Colombey, en disant du calme, si vous voulez faire de la politique, ben, vous prenez le chemin de tout le monde, vous faites élire d'abord maire de Colombey, puis conseiller général peut-être de la Haute-Marne, et puis peut-être député, puis ensuite on verra. On verra si vous pouvez entrer au gouvernement. C'était évidemment tout à fait ridicule comme attitude vis-à-vis de quelqu'un comme Charles de Gaulle. D'autre part, à partir de cette date, 1945, les préfets ont l'ordre, quand le général de Gaulle va dans un département et visite un département, il s'astreint à un rituel républicain qui consiste à aller déposer une gerbe au monument aux morts. Et chaque fois qu'il y va, il y a un ordre du gouvernement au préfet lui demandant de ne pas être présent quand le général de Gaulle est là. Toutes les autorités de la République doivent s'abstenir d'accompagner le général de Gaulle au monument aux morts. Je me souviens de Marie-France Garot qui me disait, vous vous rendez compte, le libérateur de la patrie qui est boycotté par l'ensemble des autorités officielles. Là aussi, c'était tout à fait excessif comme attitude, c'est une attitude tout à fait politique, mais purement politique, qui ne tenait pas compte de ce surcroît de légitimité par rapport à un citoyen ordinaire qu'avait, même sous la 4ème République, le général de Gaulle. Si la légitimité, la conception de la légitimité, on a dit que ça faisait une espèce de monarque républicain, oui, peut-être, mais c'est un président de la République. Mais le monarque, une fois qu'il hérite de son père, enfin le monarque capétien, n'a pas besoin de reconfirmer sa légitimité pendant toute la durée de son règne, qui peut être très long, 20, 25 ans, 30 ans, et davantage pour Louis XIV. Le général de Gaulle a eu, au contraire, l'idée qu'il lui fallait confirmer sa légitimité, que la légalité ne suffisait pas, spécialement en temps d'orage. Il avait beau avoir été élu, pour 7 ans, quand il entreprenait des actions difficiles, qui engageaient pour longtemps la destinée de la France, il lui fallait soumettre les décisions au référendum, et par le même coup, ça s'est passé comme ça, de facto, c'est lui-même qui reconfirmait sa légitimité. C'était pas prévu comme ça dans la Constitution, mais en réalité, il a lui-même dit que si son action n'était pas approuvée, il se retirerait, alors même qu'il avait été élu pour plusieurs années. Alors, les référendums successifs ont eu cette double fonction. Sur l'Algérie, celui du 8 janvier 61 qui pose le principe de l'autodétermination, qui avait déjà été proclamé d'ailleurs, mais de manière un peu cryptée, sur le forum d'Alger en 58. Le 8 avril 1962, l'approbation des accords d'Évian. Le 28 octobre 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel. Et ensuite, l'ultime référendum qu'il perd, ou plutôt sa position, son projet est refusé, le 27 avril 1969, et ça se traduit par son départ immédiat, absolument immédiat. Il n'a pas voulu d'aucune manière se maintenir contre la volonté populaire. Il a considéré que cette légitimité n'existait plus,
Alors même qu'en 1965, on l'avait élu pour 12 ans, et 12 ans, ça menait en 1972, ça ne menait pas en 1969. Alors cette idée qu'on ne gouverne que par l'assentiment, une idée tout à fait fondamentale chez le général, que la légitimité, sinon de la personne, du moins de l'action, provient de l'assentiment, un assentiment régulièrement vérifié, mais pas sur des petits sujets, sur des grands sujets. C'est pas seulement une théorie politique. J'y vois personnellement une règle anthropologique. Même si vous avez une légitimité dynastique de 10 siècles, même si vous avez fait 10 siècles, personne n'a eu en France, mais enfin au moins 8 siècles, 7 siècles, 8 siècles, même si vous avez été élu comme M. Macron au suffrage universel 4 ans avant, je veux dire, ça suffit pas. Et il faut aussi l'assentiment du peuple, un assentiment constant. Bon, pas majoritaire, enfin majoritaire certes, mais ça peut être une majorité assez courte. Mais il faut que dans le tréfonds du peuple, il y ait l'approbation de l'action du chef. Et donc, je pense que le général de Gaulle considérait que c'était une règle anthropologique. Il ne s'agissait pas d'être pour l'élection ou pour l'héritage dynastique, non, ça passe très au-delà. Même le chef gaulois, quand il n'est pas bon, quand il est catastrophique, eh bien, même la tribu gauloise le renverse, où on lui garde un rôle honorifique, mais on met quelqu'un d'autre à sa place qui va occuper cette fonction. Donc c'est un constat anthropologique. On ne commande pas une collectivité si cette collectivité vous accepte pas. Et s'il s'agit d'une dynastie, il faut que la dynastie soit acceptée. C'est la raison pour laquelle, et comme il ne bénéficie pas de la légitimité dynastique d'aucune façon, il lui fallait soumettre son action à approbation beaucoup plus souvent. D'autant qu'il prenait des décisions importantes, qu'on était plus en période de guerre, mais au moins en période de crise. Crise d'Algérie, puis crise de mai 68, etc. Les élections législatives, au départ, n'étaient pas prévues pour ça. Le général de Gaulle avait dit que c'était 544... il y avait 544 élections locales qui s'additionnaient pour faire un parlement. C'était évidemment pas vrai. C'était beaucoup plus que ça. Et de facto, les élections législatives ont servi de moyen d'approuver sa politique, de recharger sa légitimité. Ce fut le cas en juin 1968, au moment où il gagna triomphalement des élections législatives, alors que sa légitimité avait été extraordinairement ébranlée par les événements de mai 68, 15 jours avant. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si la cohabitation qui a été instaurée entre un président de la République d'un bord et un président et un gouvernement issu de l'autre bord à la suite des élections législatives, telle qu'elle a été faite entre 1986 et 1988, aurait convenu à sa conception de la légitimité. Nous sommes beaucoup à en douter. En tous les cas, la question se pose. Et la légitimité du président dans le modèle de la Ve République, c'est pas seulement une légitimité formelle, c'est une légitimité pour conduire une politique, pour faire une politique. Donc si vous avez à côté une assemblée, un gouvernement qui fait une politique totalement différente, sur laquelle vous n'avez aucune prise, je ne crois pas que cela correspondait à l'idée du général de Gaulle. Alors, comme il y a ce surcroît d'exigence de la part du chef, il y a en conséquence la nécessité de rites de contact. Le général de Gaulle visitait les départements et pratiquait chaque fois le bain de foule. Le bain de foule où il serrait les mains, où il y avait un contact direct avec les citoyens. Il avait des conférences de presse où il ne s'adressait pas seulement aux journalistes, ni à l'Assemblée. D'ailleurs, il n'est pas prévu dans la Constitution de la Ve République, au départ, que le président puisse s'adresser directement aux assemblées, mais il pouvait s'adresser au peuple à travers les journalistes présents. Comme il connaissait par cœur la tradition monarchique, à l'égard de laquelle il n'avait aucune antipathie, le général de Gaulle savait que s'il avait été un roi, un vrai roi, on a beaucoup dit qu'il était un monarque, mais il savait très bien qu'il ne l'était pas, puisqu'il avait sans cesse à refaire ces gestes de confirmation de la légitimité.
Alors, on peut dire que par rapport à la légalité, la légitimité indépendante de la légalité, c'est ce que les Anglais appellent le leadership. Alors pardonnez-moi, je ne crois pas qu'il y ait en France, en français, un mot qui exprime toutes les nuances de la notion de leadership. Vous pouvez dire chefferie, mais une chefferie c'est pas tout à fait ça. Vous pouvez dire la direction, mais la direction c'est quand même beaucoup plus administratif et bureaucratique. Donc l'idée, on peut dire le chef charismatique. Le chef charismatique, mais le chef charismatique n'a pas de dimension administrative, alors que le leadership a aussi une dimension administrative. Et ce que devait être un chef, il a exprimé dans un livre auquel il a attaché un grand prix, probablement son premier grand livre, le fil de l'épée, qui suivait des cours qu'il avait donnés à l'école de guerre. Ce chef, du fait de tout ce que j'ai dit, n'a pas tous les pouvoirs, ça n'a rien à voir avec le culte du chef fasciste. Premièrement, parce qu'il a besoin d'un assentiment permanent effectif, et deuxièmement, de vérifier sa légitimité, et deuxièmement, parce qu'il n'a pas tous les pouvoirs, qu'il est soumis à une légalité constitutionnelle qui donne des pouvoirs aux assemblées, mais également à des corps intermédiaires de toutes sortes. Ce chef n'a pas besoin d'être le numéro un formellement. Pour le général de Gaulle, il est clair que le chef des Français en 1918, c'est pas M. Poincaré qui était président de la République, c'était Clémenceau. C'était Clémenceau. Il est clair pour lui que le chef des Anglais en 1940, c'était pas le roi, c'était Churchill. C'était Churchill. Alors, le livre Le fil de l'épée est plutôt une description de ce que doit être le chef militaire. Mais dans son esprit, il n'y avait pas tellement de différence entre le chef militaire et le chef civil, ou le chef de tout organisme ayant des responsabilités publiques, voire même le chef d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il confond les deux, qu'il confond le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Bien au contraire, la légitimité peut coïncider, dans son cas, puisqu'il est général, mais il est en même temps, chef de l'État, mais il récuse totalement la mode sud-américaine des coups d'État. Alors, quand il a été question qu'il revienne au pouvoir en 1958, il a fait une conférence de presse où il a dit « Mais vous n'imaginez pas qu'à mon âge, il avait déjà 70 ans, je vais entamer une carrière de dictateur. » Et ça, c'est le grand malentendu qu'il y a eu entre lui et Roosevelt et d'autres. Le fait qu'il soit général, le fait qu'il soit, veuille être un chef, le fait qu'il soit militaire de Roosevelt a tout de suite vu que là, une tentation de dictateur. Je ne veux pas rentrer en France pour mettre en place un dictateur. Il a tout fait pour que le général de Gaulle ne dirige pas la France. Il faut dire que là aussi, il était très remonté par Jean Monnet. Je pense que Roosevelt aurait été beaucoup moins hostile au général de Gaulle s'il n'avait pas eu l'influence directe et permanente de Jean Monnet. Et puis quand il y a eu les coups d'État en Algérie, il a utilisé le mot espagnol, volontairement péjoratif, enfin, parce qu'étranger, le pronunciamento. Ces quatre généraux qui ont pris le pouvoir à Alger ou qui ont cru prendre le pouvoir ont fait un pronunciamento avec dans son esprit une nuance de vulgarité. Au fond, un chef issu d'un coup d'État, c'était un homme vulgaire. Un général qui venait au pouvoir par un coup d'État, c'était pas convenable. C'était pas convenable à son niveau. Et François Mitterrand a fait le même malentendu que Roosevelt. Et puis, c'est incontestable qu'il avait une toute autre même s'il considérait qu'il y avait des règles anthropologiques qui étaient analogues pour le chef militaire, par exemple Joffre, par exemple Foch, et le chef de l'État, il ne considérait pas pour autant que c'était, on pouvait passer de l'un à l'autre, et que c'était les mêmes règles. Alors, on vient à se demander ce qu'il pensait de la monarchie. C'est un grand débat. Était-il monarchiste ? Il était tout à fait conscient de l'importance de l'héritage capétien en France. Et quand il était en Angleterre, il avait une révérence particulière pour le roi d'Angleterre. Et quand il est allé en Angleterre plus tard pour la reine d'Angleterre, qui est Élisabeth II, sans doute sur le plan du protocole était-il beaucoup plus scrupuleux vis-à-vis du roi d'Angleterre et beaucoup moins familier avec
Churchill, il leur est arrivé d'avoir des discussions extrêmement vives autour d'un verre de whisky sur un canapé. J'imagine pas une seconde que le général de Gaulle ait pu se comporter de cette manière avec le roi d'Angleterre, qui d'ailleurs a été très 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 respectueux, a tout à fait compris le roi George VI, le rôle que voulait assumer le général de Gaulle. De même qu'il a une révérence pour les princes en exil, quand le comte de Paris le voyait, il l'appelait Monseigneur, bien sûr, selon le protocole, mais il avait aussi un vrai respect. Cela en fait-il pour autant un monarchiste caché? C'est ce que la gauche a imaginé, enfin la gauche a récusé, enfin une partie de la gauche, surtout à partir de 1958, a considéré que ça ne pouvait pas être un vrai républicain, puisqu'il avait un képi, qu'il allait à la messe. Le militaire catholique, c'est pas dans l'esprit radical socialiste qui a dominé la Troisième République, c'est pas l'homme à qui on accorde un crédit illimité pour le considérer comme un vrai républicain. Même si le général de Gaulle n'a jamais remis en cause les lois de la République. Mais il avait sa formation. Il était d'une famille qui n'est pas une famille de militaires, contrairement à ce qu'on croit, une famille d'intellectuels, mais on révérait l'héritage capétien avec une nuance, c'est-à-dire que c'était l'héritage capétien vu à travers Chateaubriand, et Chateaubriand qui avait un très grand sens de l'évolution des temps. Ce qui était valable à une époque était plus valable à une autre époque, et Chateaubriand se disait que la monarchie n'avait peut-être plus pour très longtemps, et le général de Gaulle était intellectuellement héritier de Chateaubriand, selon qui on ne pouvait pas avoir les mêmes règles et les mêmes principes à toutes les époques. Il était surtout très étranger à toute forme de pensée utopique, de type maurassien. Utopique, ça peut être construire le schéma d'un régime socialiste idéal où la sous-propriété privée sera supprimée, et j'essaie ensuite de le mettre en place. Ça, c'est pas Maurras, c'est Lénine, c'est d'autres, c'est Jaurès. Mais pour Maurras, c'est je construis un État idéal, je le décris, avec des corps intermédiaires, des collectivités locales, tout ce qu'on veut, je mets à la tête un roi, parce que le roi c'est mieux que les autres, et je le démontre. De Gaulle était un pragmatique. C'était pas son problème de savoir quel était l'état idéal, c'était de gérer la France, y compris dans des conditions tout à fait dramatiques comme celles qui se sont produites en 1940. C'était de répondre aux problèmes de l'heure, et répondre aux problèmes de l'heure, c'est généralement une tâche suffisante qui ne laisse guère de loisirs pour établir un régime qui aurait été conçu a priori. Il considérait que la République était enracinée, bonne ou mauvaise, il n'a peut-être pas pensé que c'était le régime idéal, mais il a considéré qu'elle était là, qu'elle était un fait, et qu'il fallait respecter les faits. La monarchie héréditaire, c'était pas forcément le droit divin, c'était la cristallisation d'une légitimité passagère qui, à un moment donné, grâce à la durée, avait pris racine, comme avait pris racine la légitimité capétienne. Mais si le comte de Paris, qu'il respectait énormément, voulait redevenir roi, ça suffisait pas de dire « je suis héritier du Capet de Saint-Louis ». Il fallait qu'il reconquiert cette légitimité, et le général pensait qu'il avait manqué une belle occasion en n'allant pas avec lui à Londres pour participer à la résistance. Ça, c'est très important. Sur ce plan-là, c'est le réalisme qui est à l'œuvre. Alors, le petit sujet qu'on peut poser, c'est légitimité de droit divin, et puis ou légitimité républicaine, élective, etc. Je rappelle que la doctrine de l'Église, contrairement à ce que disent beaucoup de monarchistes, n'oppose pas l'un à l'autre, considère qu'il y a un ordre surnaturel par lequel tout pouvoir vient de Dieu, y compris un pouvoir républicain d'ailleurs, et puis un ordre naturel où le pouvoir appartient quelquefois à celui qui est le plus fort. Il est le résultat de circonstances politiques historiques déterminées qui font De Gaulle avait la légitimité, mais pas parce qu'il était le plus fort, parce qu'il avait posé des actes qui lui donnaient la légitimité en 1940, qu'il était le plus fort en 1958 parce qu'il avait l'appui du peuple français et qu'il avait été élu légitimement. Donc il y a des mécanismes politiques
qui ne doivent pas interférer avec les considérations, j'allais dire, spirituelles. Même si je crois qu'en son fort intérieur, il pensait qu'il était désigné quelque part par la Providence pour jouer un rôle exceptionnel. C'était un vrai croyant, mais il ne mélangeait pas les considérations de foi avec les considérations politiques. Alors, ça, c'est important aussi d'ouvrir cette parenthèse. Alors, on trouve dans le fil de l'épée une petite phrase qui dit les vertus évangéliques ne conduisent pas à l'Empire. C'est entendre que la politique serait totalement étrangère à l'Évangile. Il faut savoir l'interpréter. Il pensait à Alexandre, il pensait à Napoléon, qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas beaucoup Napoléon parce que Napoléon avait été un homme excessif. Mais il pensait aussi que l'Empire n'était pas une bonne chose, parce que l'Empire, c'est un peuple qui domine notre peuple. Alors que la gestion d'un peuple qui est déjà constitué comme peuple indépendant est une activité totalement légitime, et c'est pas ça l'Empire. Pour lui, il opposait dans toute sa pensée l'Empire et le royaume, et en tant que président des Français, en tant que chef des Français, c'est pas le chef d'un empire qu'il était ni qu'il voulait être, c'était le chef d'un peuple déterminé dont il avait la mission de défendre tous les intérêts moraux, mais également culturels, spirituels et de toutes sortes. Alors ça, je ferme cette petite parenthèse. Ce réalisme qui est à l'œuvre chez lui, on le trouve dans sa politique étrangère. Je laisse la période de la guerre de côté, parce que là, il a été obligé de reconnaître des tas de présidents qui n'avaient pas de territoire, comme le président de la Pologne qui était à Londres, comme lui d'ailleurs. Mais à partir de 1958, il est animé d'un réalisme très fort. Et il était totalement étranger à sa mentalité, d'abord de se mêler, d'une manière ou d'une autre, du régime politique qu'avait tel ou tel pays. Il était, je dirais, presque un intégriste, alors qu'il n'aimait pas l'ONU, de la Charte des Nations Unies qui posait le principe de non-ingérence dans les affaires, plutôt qui rappelait le principe de non-ingérence dans les affaires des autres pays. Et c'est ce qui l'a conduit en 1964 à reconnaître le gouvernement communiste de Chine, qui était, parce que c'était, pas parce que le maoïsme lui plaisait, le maoïsme était dans sa phase la plus criminelle, et peut-être que d'ailleurs que en France, on s'en rendait pas compte, et lui non plus, mais plutôt c'est en 66 que la Chine a été extrêmement criminelle, mais enfin, c'était un régime despotique, totalement despotique. Il était allé de même établir des relations signer un traité avec Staline, quand il représentait que la France est libre, sans aucune considération du caractère despotique du régime stalinien. Et là, il reconnaît la Chine populaire parce qu'il dit le territoire chinois, c'est le gouvernement de Pékin qui le dirige, c'est pas le gouvernement de Taïwan. Alors que jusque-là, suivant les Américains, l'impulsion des Américains, la France ne reconnaissait que le régime de Taïwan. Donc on voit ce réalisme. On le voit en d'autres circonstances, mais on n'imagine pas une seconde le général de Gaulle reconnaissant un gouvernement en exil non effectif, comme aujourd'hui l'Union européenne a décidé que le gouvernement effectif du Venezuela, c'était un pseudo-président émigré dans le pays voisin qui n'avait à peine été élu et sûrement pas légitime. Alors, on retrouve cette attitude dans ce qu'il a fait après la guerre. Il a quitté la présidence en avril 1969. Il a pris quelques jours de vacances en Irlande en juin 1969. Là, ça posait aucun problème. Et puis, dans le courant de l'année 1970, il a fait un voyage qui a été très contesté, un voyage en Espagne. Contrairement à ce qui a été dit, il n'a pas voulu faire une visite à Franco. Ça, c'est clair. Pour moi, j'ai des témoignages comme quoi c'était d'abord un pèlerinage à Compostelle, le grand pèlerinage de l'Europe, de l'Occident pendant des siècles et des siècles. Mais il avait hâte, il connaissait tous les pays d'Europe, il connaissait pas l'Espagne, donc il avait voulu visiter l'Espagne en touriste, assez banal. Mais compte tenu de ce qu'il était, il ne pouvait pas ne pas faire une visite de courtoisie au général Franco. Et il a fait une visite de courtoisie au général Franco. On ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit, mais il est clair que pour le général de Gaulle, la légitimité du général Franco
en place depuis 45 ans à la tête d'un grand pays européen, ne faisait pas de doute, ne faisait plus de doute. Hein. C'était pas une position de 1939, c'est une position de 1970. Alors, c'était une visite de courtoisie, et puis c'était aussi la reconnaissance que l'Espagne avait joué un rôle considérable dans l'histoire de l'Europe et que les circonstances politiques ne lui avaient pas permis de la visiter. Il avait profité de sa relative liberté. Alors, heureusement qu'il est mort, j'allais dire, peu après, parce qu'il avait projeté, dit son entourage, dit-on, un voyage en Chine, il ne connaissait pas la Chine non plus, pour aller rendre visite à Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, Franco a certainement commis des atrocités dont il aurait peut-être pu se passer, dans le cadre de la guerre civile, mais surtout après la guerre civile, mais elles ne sont pas négligeables, mais elles ne sont quand même pas comparables ni de près ni de loin aux crimes considérable commis par Mao Tse-tung en Chine. C'est-à-dire s'il était allé voir Mao Tse-tung et sa curiosité l'excitait à aller voir un grand leader et avoir un grand pays comme la Chine, il aurait quand même, je pense, un petit peu déshonoré la fin de sa carrière en visitant le plus grand criminel de l'histoire du XXe siècle. Bon, Hitler a tué également beaucoup de monde, mais en peu de temps. Et puis, on peut mettre sur le même plan Mao Tse-tung, on estime à 60 millions de personnes qui sont mortes de son fait, ce qui sont des chiffres tout à fait considérables. Donc là, la mort l'a arrêté, il n'a pas eu l'occasion de le faire, mais dans son esprit, gouverner un pays, c'était pas un concours de moralité, c'était pas un concours de légitimité, c'était le pouvoir de fait qui était le pouvoir légitime. Si on avait appliqué cette règle, Roosevelt a appliqué cette règle en 1940, c'est pour ça qu'il a entretenu des relations diplomatiques avec le régime de Vichy. Mais les positions du général de Gaulle en 1940 et celles qu'il a eu quand il était au pouvoir, ce réalisme qu'il a voulu inspirer à son action diplomatique, en reconnaissant que la légitimité c'était d'abord un fait, c'était d'abord un pouvoir effectif, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut peut-être se combiner dans la mesure où ces pouvoirs effectifs sont supposés être des pouvoirs indépendants, ce qui n'est pas le cas du pouvoir de Vichy. Donc voilà, le rapport assez complexe du général de Gaulle à la légitimité, mais quand on creuse, malgré la complexité dans l'application, on y trouve une très grande simplicité, j'allais dire anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a des peuples, il y a des chefs, ces chefs doivent être indépendants pour commander les peuples, et pour faire le bien de ces peuples. Et ils ont des relations entre eux, et ces relations sont basées sur la non-ingérence et sur le respect mutuel. Le respect mutuel à condition que chacun soit véritablement responsable de son État et de son pays et de sa nation. Sa nation. Sa nation. Sa nation. Sa nation.